On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan mensuel de mai. Donc nous allons parler saga, statistiques, coup de cœur, sortie de juin, tout ça. Donc c'est parti, on y va. Je ne suis clairement pas en avance dans le tournage de cette vidéo puisqu'on est mi-juin. Mais écoutez, c'est une vidéo qui demande du temps et jusqu'à présent je ne l'avais pas autant à tourner qu'à monter puisque ça demande de faire pas mal de visuels. Voilà, c'est un petit peu en retard mais de toute façon les chiffres, les statistiques et tout ça ne vont pas changer, donc voilà, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Nous allons commencer comme toujours avec le point statistique. En mai, j'ai lu 21 livres. Sur ces 21 livres, j'ai lu 6 livres qui n'étaient pas dans ma palle. Ce qui est moyennement intelligent, on le sait tous et toutes, mais écoutez, en général, les livres qui ne sont pas dans ma palle, ce sont des livres que j'ai en numérique depuis plus ou moins longtemps, et ce sont souvent aussi des LC, parfois un peu spontanés, donc je me prends le livre en numérique dans la foulée, et du coup, il ne passe pas par ma palle, puisque les numériques ne rentrent pas dans ma palle, je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis. Donc voilà, j'ai lu 6 livres qui n'étaient pas dans ma palle, j'ai aussi lu, je crois, des emprunts médiathèques pour le coup en mai, donc ça fait que, moralité, je n'ai lu que 15 livres de ma palle. Bon, voilà, c'est comme ça, ça expliquera par la suite ce qui va arriver, vous allez comprendre. J'ai lu 0 livre en mai qui venait d'arriver, donc d'habitude j'en lis au moins 1 ou 2, là c'était pas le cas. Je me suis rattrapée depuis début juin, mais en mai, je n'ai pas lu de livre, j'ai pas enchaîné en fait achat ou réception et lecture. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime en général bien faire, même si j'arrive pas à lire tous les livres qui arrivent au fur et à mesure. J'aime bien en lire quelques-uns que je viens d'avoir parce que je suis dans la hype. Ça n'a pas pu se faire en mai, mais j'ai lu des livres un peu plus anciens, donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal. En revanche, là où je suis assez contente de moi, c'est que j'ai lu 17 livres écrits par des femmes sur 21, donc pour le coup, c'est une statistique qui me satisfait pleinement. J'ai lu assez peu d'hommes finalement, donc je suis assez contente de ça. Ça s'est fait assez spontanément, mais je constate de manière générale que plus ça va et plus je me tourne vers des autrices assez spontanément. Après, il y a de très très bons auteurs, mais c'est vrai que peut-être par réaction au fait que la littérature est largement menée et envahie par des hommes et voilà, du coup je pense que en réaction je me tourne beaucoup plus spontanément et volontiers vers le travail des femmes, et c'est ce que reflètent mes lectures de mai, puisque j'ai lu beaucoup d'autrices, parfois plusieurs fois la même, puisque j'ai lu plusieurs tomes par exemple de Pierre d'Angle. J'ai lu 9 livres qui étaient sortis dans des maisons d'édition indépendantes, puisque finalement j'ai enchaîné aussi pas mal de sagas en mai. J'ai lu plusieurs volumes des Aventuriers de la Mer, j'ai lu plusieurs tomes de Pierre d'Angle, c'est Folio, c'est Gallimard, donc ça fait que, moralité, l'un de l'autre, je n'ai lu que 9 livres qui étaient publiés dans des maisons d'édition indépendantes, mais on est presque à la moitié, donc c'est pas catastrophique, et comme je rattrape avec le fait de lire des autoristes francophones, puisque j'en ai lu 8 sur 21, ce qui est pas énorme non plus, encore une fois, mais j'ai lu beaucoup de femmes, donc écoutez, on peut pas tout avoir, c'est compliqué de tout valider tous les mois, toutes les catégories à minimum 50-50. Voilà, ça s'est pas fait comme les mois précédents où j'avais plus réussi à équilibrer, mais je suis quand même assez contente parce que c'était dans l'ensemble de très bonnes lectures. J'ai passé un mois de mai en fait dans l'ensemble qui était plutôt bon en termes de lecture. J'ai d'ailleurs, vous verrez dans la catégorie flop entre guillemets, on n'est pas vraiment sur des flops, donc bon bref, je vais y revenir. En revanche, je n'ai pas lu de livres en anglais en mai, j'ai procrastiné, c'est terrible, j'ai commencé plusieurs livres, j'ai pas réussi à les avancer, j'ai pas réussi à lire l'Explore à livre, d'ailleurs il faut que je m'y mette parce qu'on est le 15 et c'est toujours pas fait, donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai pas lu de livre en anglais, il va falloir que je rattrape ça pour garder à peu près mon rythme de 2 par mois, donc il va falloir que je fasse, je sais pas comment je vais faire, mais je vais devoir réétaler ça pour en lire un peu plus, et c'est pas l'envie qui manque, c'était surtout le temps pour le coup ce mois-ci. Également, j'ai lu 0 reliques en ce mois de mai. Reliques, c'est-à-dire des livres qui datent de 1 an et plus. Je pense que certains sont sortis qui avaient plus de 6 mois, mais j'ai pas revérifié. Toujours est-il que j'ai pas lu de vieilles reliques qui traînent en mai. Je vais essayer de rattraper ça en juin parce que j'aimerais bien sortir des livres que j'ai depuis un certain temps, notamment des livres qui traînent depuis fin 2022, ça serait plutôt une bonne chose. En revanche, plutôt bonne chose également, c'est qu'en mai, je n'ai pas abandonné de livres, donc j'ai 0 DNF, 0 abandon, ce qui est plutôt bon signe. Je n'abandonne pas forcément hyper facilement les livres, même si
plus qu'avant, mais là pour le coup je n'ai pas été tentée d'abandonner des livres, aucun des livres que j'ai lus ne m'a donné envie d'abandonner à un moment ou à un autre, donc on est vraiment dans quelque chose de très positif, j'ai fait de très très chouettes lectures. Dernière statistique dont je vais vous parler brièvement, sur 21 lectures, 10 étaient des lectures communes. J'ai vraiment fait pas mal de lectures communes, beaucoup avec Emmeline, beaucoup avec Pénélope aussi, quelques-unes grâce à Partner in Books, notamment par exemple les Pierres d'Angle que j'ai lues sur le Discord où on était 5 à les lire ensemble. Donc voilà, j'ai fait aussi par exemple une lecture commune avec Earl Grey dont je vous parle régulièrement. J'ai lu avec elle Jusque dans la Terre, un petit peu comme ça, on s'y est pris au dernier moment et c'était très très chouette. Donc je suis assez contente, on est quasiment à moitié de lecture, moi toute seule, moitié LC, ce qui est plutôt une bonne chose parce que pour moi les LC ne sont pas une pression en fait. Surtout depuis qu'on a le Discord Partner in Books où spontanément quand on va attaquer un livre, on va proposer et s'il y a quelqu'un, on lit à plusieurs sans se faire de découpage, on lit un petit peu au fil, et donc c'est plutôt cool. Concernant les arrivées maintenant, j'ai eu 45 arrivées dont je vais vous détailler 6 services de presse, ce qui est plutôt raisonnable. J'essaye d'écouler lentement mon stock de services de presse qui est quand même très très haut, donc il faut que je me bouge un petit peu. J'ai acheté 8 livres neufs, j'ai acheté 16 livres d'occasion. Franchement, je ne m'en rends pas compte. C'est un peu le problème des livres d'occasion, c'est que vous les commandez pour pas cher et puis ils s'accumulent et vous vous rendez compte à la fin que vous en avez acheté trop, voilà. Et j'ai reçu 15 cadeaux puisque j'ai reçu un colis de la part de Natcha, un colis swap avec Emmeline et que mon amoureux m'a offert des livres aussi. Donc on en est à 15 cadeaux, ce qui fait une palle qui augmente considérablement et qui ne baisse pas, puisque si je lis des livres qui ne sont pas dans ma palle, elle baisse encore moins que ce que j'ai l'impression, parce que j'avais l'impression d'avoir bien lu. Au final, ma palle est à 155, donc là, l'objectif sur juin, juillet, août, ça va être d'essayer de faire baisser, d'autant que en été, on sait qu'il y a quand même moins de sorties, donc ça devrait se faire tranquillement. Je vais pas non plus me foutre la pression, c'est pas très grave, ça me plaît d'avoir une bibliothèque de pales, ça me plaît d'avoir des livres à lire et d'avoir du choix, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien stabiliser ça et plus augmenter, en fait, ça serait bien. Et surtout, j'aimerais réussir à faire un turnover avec mes vieux livres qui traînent. C'est tout pour les statistiques, je ne sais pas si j'en ai oublié ou pas, je ne crois pas. Normalement, je pense que je vous ai tout dit. Je pourrais vous faire, comme le fait Pénélope, et c'est très intéressant, mais j'ai jamais pris le temps de le faire jusqu'à présent, vous faire des statistiques sur le pourcentage de livres de fantasy et compagnie. Si ça vous intéresse que je fasse des statistiques plus précises, dites-le moi en commentaire, je sais pas, le nombre de pages, ce genre de choses. Ça peut être sympa aussi. Je l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais dites-moi si ça vous branche que je fasse ça. Nous allons maintenant passer au top et flop des lectures de mai. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces top et flop pour la simple et bonne raison que tous ces livres ont été chroniqués en vlog au fur et à mesure, que donc dans la playlist vlog de mai, vous retrouverez tous ces livres. En général, je m'arrange pour mettre les livres sur la miniature, c'est pas toujours le cas, mais j'essaie de le mettre sur la miniature pour que vous puissiez le voir et y accéder facilement. J'ai pas mal de tops, ça a été compliqué à départager, j'avais beaucoup de tops ce mois-ci et c'est très compliqué de choisir, donc je vais être vraiment très rapide parce que pour le coup, sinon ça va être trop long. Donc dans mes tops, bien entendu, il y a la saga Pierres d'Angle. J'ai lu en mai 2 tomes de Pierres d'Angle et un début juin, et on va se faire le dernier de la saga fin juin. Donc dans mes tops, et je ne vais pas y revenir, il y a Pierres d'Angle. J'ai adoré ce début de saga, je trouve que c'est très bon, je trouve que de volume en volume c'est meilleur. Après c'est une question de point de vue, je sais que le 3e volume a fait un petit peu plus débat peut-être que le 2 par exemple, qui faisait plus l'unanimité au sein de la LC, mais moi j'adore, je vous recommande, et de toute façon je pense que j'en reparlerai plus longuement dans le bilan de juin. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas forcément trop y revenir ici. Dans mes tops également, il y avait Imago d'Octavia Estelle Butler que j'ai adoré, qui est le dernier volume de sa saga Xenogenesis. C'est une saga de SF où en gros le postulat c'est que l'humanité s'est autodétruite, le climat, l'écologie, tout ça, les guerres, tout ce que vous voulez. Et au moment où vraiment la Terre était sur le point de totalement péricliter, des extraterrestres sont venus sur Terre, ont emmené les humains restants, les ont soignés, les ont mis en stase, ont réhabilité la Terre et proposent de remettre les humains sur Terre, mais vous vous en doutez, ça n'est pas gratuit. Donc voilà, on parle de ça, on parle de colonialisme, on parle aussi du côté, comme le disait Pepper Palace très justement, de cet aspect white savior où on sauve les gens malgré eux et on
on estime qu'ils nous doivent peut-être quelque chose. Enfin, c'était vraiment hyper intelligent. Chaque volume de cette saga adopte un point de vue différent, d'un personnage différent, tout en gardant ces personnages en arrière-plan. Donc vraiment excellente saga de SF. C'est perché, c'est particulier. C'est pas une saga qui fait dans l'émotion et l'émouvant. On n'est pas là-dedans du tout. Il y a vraiment ce côté très froid, presque un petit peu clinique, on pourrait dire, de l'observation des causes, des conséquences et tout ce que vous voulez, mais avec moi ça fonctionne très bien. De toute façon, de manière générale, tout ce que fait Octavia Butler fonctionne avec moi. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais que c'était intelligent, j'ai trouvé que le fait de transposer des problématiques actuelles à une société futuriste dans un contexte de SF était aussi intelligent parce que ça mettait en avant l'absurdité de certaines choses, et bref, ça parle de plein de thématiques, c'était génial. Dans mes tops également, sans grande surprise, Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell, très différent de Blackwater, puisqu'ici on n'est pas dans du fantastique ni un petit peu dans de l'horrifique, peut-être on pourrait dire, même si c'est plus du body horror je pense. Il y a quand même des traits communs avec Blackwater, notamment ce rapport à la famille, etc. Mais c'est pas du tout quand même, c'est très difficilement comparable à Blackwater, où on va suivre deux familles dans la ville de New York, une famille assez pauvre qui mène son bateau pour survivre et qui s'en sort pas si mal que ça, pratiquement exclusivement composée de femmes qui vivent dans le quartier pauvre avec tous les gens qui n'ont pas le droit à une reconnaissance et une considération de la part de la société. Et on suit la famille du juge qui s'appelle je sais plus comment, qui Stalworth je crois, qui veut combattre justement cette famille pauvres et les pauvres de manière générale. On est sur un roman qui a toujours, comme je trouve de manière générale chez Michael McDowell, ce ton très cynique, très sarcastique, qui est aussi un petit peu drôle par moments, mais qui est très souvent horrible et qui montre l'injustice sociale. Ça aborde beaucoup de thématiques autour, pour le coup, de la pauvreté et des injustices, des inégalités sociales, mais ça aborde pas mal aussi l'hypocrisie des sociétés patriarcales, des sociétés aussi très centrées autour de la religion, où finalement, en fonction de où on est né, on peut faire des choses ou pas, et les justifier ou pas, et être excusé ou pas. C'était très bon, c'était assez dur par moments, c'est aussi un peu trash et violent, mais ça c'est un trait très particulier de la plume de McDowell, que moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment adhéré à ce bouquin. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité parce qu'il est assez long à démarrer, moi ça l'a fait tout de suite. Je trouve que l'écriture de McDowell s'enchaîne facilement, et c'est jamais fastidieux pour moi, donc moi j'ai adoré. Voilà, je vous recommande, j'ai lu avec Pénélope, elle a aussi beaucoup aimé. J'ai également lu Triste Tigre de Neige Sino, que j'ai beaucoup aimé, même si c'est très difficile de parler de ce livre en disant qu'on a aimé. Je vous laisserai vous renseigner autour de ce bouquin qui parle de choses quand même très dures. Ça parle de l'expérience de l'autrice par rapport à ce qu'elle a subi quand elle était enfant de la part de son beau-père. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce que même si c'est difficile de juger de l'intérêt d'un témoignage personnel, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'autrice faisait des liens entre son expérience personnelle justement et des expériences retranscrites à travers des œuvres de littérature. Par exemple, je crois qu'il y a Virginia Woolf, voilà, différentes œuvres de littérature, et aussi d'art et de plein d'autres médias, des reportages, des coupures de journaux. Il y a quelque chose en fait qui est hyper intéressant parce que ce regard très personnel, très tourné sur sa propre expérience, s'ouvre à celle des autres, et sans en tirer des leçons absolues parce que c'est pas forcément possible, ça intéresse au sujet, et ça montre que c'est un sujet qui est traité depuis extrêmement longtemps dans la littérature et à travers d'autres médias. C'est une lecture que je vous recommande. Si vous vous en sentez capable, sachez que l'autrice est très crue et met des mots très crus sur ce qu'elle a vécu, donc ça peut être vraiment assez trigger. Pour le coup, elle n'hésite pas, et je pense que c'est un parti pris qui est très intéressant, d'arrêter de cacher, d'enjoliver, de romantiser même parfois ces actes-là. Donc c'est aussi un parti pris très intéressant et qui permet, je pense, aux lectrices non concernées d'être confronté à cette réalité, et c'était vraiment un ouvrage qui était édifiant à plein de niveaux et que je vous recommande encore une fois si vous vous en sentez capable. Dernier livre dont je vais vous parler ici dans mes tops, qui fait partie de mes coups de cœur, mais comme à chaque fois ça ne sera pas une surprise pour vous, c'était Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, que j'ai reçu en service de presse de la part de Gallmeister, qui va parler de l'histoire de ces deux petites filles qui sont jumelles, qui vivent dans je ne sais plus quelle ville des États-Unis, mais vraiment une toute petite ville, et qui vivent dans une ville en fait où il y a vraiment beaucoup de pauvreté, et on va suivre l'histoire de ces deux petites filles qui vont grandir dans ce milieu où
la drogue est monnaie courante, leur mère se drogue, enfin voilà, c'était un roman qui était très difficile, qui abordait beaucoup de thématiques très engagées, qui se base sur une histoire de true crime des États-Unis, donc c'est les victimes de Chillicothe. Vous devez pouvoir retrouver ça, je crois qu'il y a 6 femmes qui ont été retrouvées mortes à Chillicotte dans les années 2010, quelque chose comme ça je crois, et ça se base là-dessus, mais ça va plus loin puisque l'autrice, en partant de cette histoire, en fait se propose d'être la voix de ces femmes qui ne sont pas écoutées par la société parce qu'elles sont des femmes de rien, parce qu'elles n'ont pas la respectabilité peut-être qu'on attend d'une femme dans une société patriarcale, parce que voilà, tout ce que vous pouvez vous imaginer en termes de classisme, bien évidemment, l'autrice ici se fait la voix de ces femmes et propose des pistes, des explications par rapport à leur destinée, à toutes, et c'était hyper dur, émouvant, c'était vraiment un livre qui m'a encore une fois bouleversée. Je trouve qu'il est encore plus dur peut-être que les autres de l'autrice, parce que ici vraiment on se retrouve dans ce cas de figure où on suit des enfants qui sont totalement livrées à elles-mêmes, qui n'ont aucune barrière de protection entre elles et le monde, ce qui n'est pas totalement le cas par exemple dans Betty, même dans L'été où tout a fondu. Là vraiment on est dans quelque chose de très dur, surtout si on est touché par le sort des enfants et ce qui peut arriver aux enfants et les violences faites aux enfants. Donc faites attention à vous, encore une fois. Gallmeister ne met pas de trigger warning dans ses livres, mais il y a de très nombreux trigger warnings dans cet ouvrage autour de tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, violence de manière générale, même des scènes de torture, enfin c'est assez dur quand même. Après, je vous le redis quand même parce que ça existe, mais ça n'est pas ça le cœur de l'ouvrage, et l'autrice, je trouve, vraiment manie très bien les mots, réussit à doser en fait les violences décrites pour que ça ait un intérêt par rapport à la psychologie des personnages et ce que ça montre de la société, mais aussi à ne pas rentrer dans le détail d'autres violences parce que ça n'est pas utile. Donc vraiment, je trouve que l'autrice est un génie, c'est une génie, cette autrice est une génie de l'écriture, de la poésie, de la beauté, de la sensibilité, de l'empathie aussi, et j'ai adoré ce livre. Je ne peux que vous en recommander la lecture si vous vous en sentez, encore une fois, capable. Nous allons rapidement passer à mes flops, et je mets des gros guillemets parce que ce sont des lectures que j'ai appréciées. C'était peut-être juste un petit peu en deçà de mes attentes, je pense, ou alors j'ai été peut-être déçue ou déstabilisée, mais vous allez vite comprendre. Première lecture, c'était le tome 7 des Aventuriers de la Mer, donc j'avais fait une grande pause après le tome 6, de 1 an je pense plus ou moins, et j'ai repris le tome 7, et en fait en oubliant peut-être un petit peu que les intégrales publiées en français, ça n'est qu'un volume en version originale, et que du coup c'est difficile de séparer ces tomes, même si on l'a fait en français pour les publier en plus petit format, c'est un peu difficile de les séparer dans la mesure où il y a vraiment un rythme sur l'intégralité à chaque fois de ces volumes. C'est vrai que du coup ce tome 7 était assez lent, c'était pas passionnant, mais ça remettait en place aussi beaucoup de choses qui s'étaient passées précédemment, et c'était utile par exemple pour moi qui avait fait une pause d'un an. Après c'est vrai que j'ai été et de manière générale jusqu'à la fin beaucoup plus intéressée par certains destins que par d'autres. J'avais mes personnages préférés, il y avait ceux qui me donnaient envie d'y retourner et ceux pour lesquels j'étais un peu plus indifférente, voire parfois un peu agacée. Je pense que j'ai bien détaillé mon avis au fil de la lecture de ces 3 derniers volumes. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Je rentre dans le détail de pourquoi j'ai moins aimé ce tome 7 par exemple. Donc allez voir dans la playlist dédiée, vous comprendrez voilà, de manière assez évidente pourquoi. Livre suivant qui a été, alors c'est pas une déception parce que c'est pas le mot, mais qui a été une lecture très difficile pour moi. C'est Le Fort intérieur et la sorcière de l'île Moufle, c'est dur à dire, de Stella Benson, que Pénélope m'a offert. Ça n'est pas une mauvaise lecture, pas du tout. C'est une lecture extrêmement déstabilisante, et je pense que le hors-texte, donc tout ce qui va être mot de l'éditeur, enfin il y a différents types de hors-texte avant et après, il faut le lire vraiment pour saisir, pour comprendre et pour un peu mieux appréhender la lecture de cet ouvrage, parce qu'on n'est pas du tout, et je vous le dis, si vous voulez le lire, je pense que ça peut aussi peut-être vous aider à l'appréhender différemment. Moi je m'attendais à un roman, enfin une novella, et en fait c'est plus des petits bouts, des espèces de petits bouts, des petites scènes superposées autour d'une même thématique, mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce que parfois on ne comprend pas où on va, on ne sait pas où on va, et c'est assez dur à suivre. Il y a quand même quelque chose d'opaque dans l'écriture, mais
Là où j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment très réussie. J'ai beaucoup aimé ce qui se dégageait, cette espèce de truc un peu perché, réalisme magique, qui pour moi était vraiment très réussi. Mais c'est vrai que l'histoire est restée opaque du début à la fin. Ça a été un peu compliqué. C'est une lecture qui est très très particulière. C'est une lecture, je pense, qui demande à être relue par la suite si on a apprécié la première lecture, parce que c'est assez opaque. Donc c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que c'est une déception, c'est que c'est une lecture un peu en point d'interrogation à voir à ma relecture, je pense. Même si malgré tout, encore une fois, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la plume dans le côté descriptif, dans certaines actions qui étaient intéressantes, mais il manquait peut-être parfois ce lien entre ces scènes. Très rapidement, nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette vidéo, à savoir la partie des sagas. En mai, j'ai commencé 2 sagas, puisque j'ai commencé la saga Pierre d'Angle de Pascal Kivigier, qui est de la fantasy, a priori young adult, mais qui tire quand même vers l'adulte, et plus on avance, plus ça tire vers l'adulte. Vous savez, je vous en ai parlé juste avant, que j'ai adoré ce début de saga. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment excellent, et du coup, comme j'ai lu le tome 2, c'est aussi une saga qui est commencée et avancée en mai, donc j'en suis absolument ravie. Je ne peux que vous recommander de découvrir Pierre d'Angle pour l'intelligence des propos, pour la beauté et la qualité de l'écriture de cette autrice. Qu'est-ce qu'elle écrit bien, qu'est-ce que ça passe bien. Il y a vraiment cette alternance entre des scènes d'action, très classique, très typique de la fantaisie, des scènes presque de pièces de théâtre, vraiment avec des jeux de quiproquos, des jeux de mots, des dialogues qui s'enchaînent très vite, enfin, des passages beaucoup plus poétiques, d'autres beaucoup plus émouvants. Il y a quelque chose de tellement complet, tellement vaste dans cette plume que pour moi ça ne peut que fonctionner. Je ne peux que vous recommander de découvrir Pierre d'Angle. J'ai aussi commencé la saga La Guilde des Ombres en mai, du coup, puisque c'était l'Explorat Libre de mai. C'est donc le tome 1 qui est en fait la première moitié du premier volume, puisque les maisons d'édition ont choisi de les couper en 2 pour les publier, parce que sinon ça serait beaucoup trop long, ça ferait 1500-1600 pages par tome, ce qui est clairement trop long. Donc c'est la première partie du premier tome. Je vais prochainement attaquer la deuxième partie de ce premier volume, qui est publié avec le numéro 2, en tout cas chez Pocket. Chez Pocket, vous voyez, c'est écrit tome 2, mais en fait, c'est pas le tome 2, c'est le tome 1.5, du coup. Bref, peu importe. C'est une saga qui est très prometteuse parce que je pense vraiment, vraiment que si l'autrice réussit son pari de décrire cette installation de relation d'emprise entre une très jeune femme et un homme qui est très âgé, qui est très expérimenté, qui est très manipulateur. Donc réussir à créer ce lien d'emprise, le développer dans cette deuxième moitié pour ensuite montrer comment la protagoniste se sort de cette relation d'emprise, cette relation toxique, ça peut être excellent. Mais je vous avoue que j'appréhende la lecture du tome 2 parce qu'a priori il y a beaucoup de scènes de smut, notamment de scènes non consenties et assez violentes. Je vous en reparlerai puisque je vais l'attaquer là cette semaine, on en reparle dans le bilan de juin. Dans les sagas avancées, je vous ai dit, j'ai lu le tome 2 de Pierre d'Angle, je ne vais pas y revenir. J'ai repris Les Aventuriers de la Mer en lisant le tome 7 et 8 du coup. Tome 7, comme je vous l'ai dit, qui était un peu lent au démarrage, tome 8 qui était bien meilleur. Et du coup, j'ai terminé cette saga puisque j'ai lu le tome 9. J'ai totalement terminé la saga des Aventuriers de la Mer. J'ai beaucoup aimé cette fin. J'ai très envie de me plonger dans la Cité des Anciens, mais je vais reprendre l'ordre de lecture prévu et attaquer la deuxième époque de l'Assassin Royal. Je ne sais pas quand, peut-être en juillet quand je serai dans les cartons puisque je l'ai sur ma liseuse, ça peut être un bon compromis. Je vous en reparle dans tous les cas dès que c'est fait. Sachez en tout cas que si j'ai eu du mal à rentrer dans les Aventuriers de la Mer, il y a quand même un moment, alors ça a pris du temps, je vais pas vous le cacher, il m'a fallu un intégral entier facile pour réussir à me mettre dedans parce que j'avais du mal à sortir de l'Assassin Royal. Par contre, les aventures, les enjeux, les actions, l'écriture, tout était vraiment très bon. J'ai juste eu plus de mal à m'attacher au personnage. Ceci étant dit, la fin était absolument excellente, j'ai adoré. Autre saga terminée, je l'ai évoqué précédemment dans mes tops, c'est la saga Xenogenesis d'Octavia Butler. J'en ai parlé, je ne vais pas y revenir. Si vous voulez plus de détails, vous retrouverez ça dans ma playlist vlog de mai. En mai, j'ai terminé la duologie de La Ville sans vent. J'ai beaucoup aimé cette duologie. La plume de l'autrice, encore une fois, d'une très grande qualité. Éléonore de Villepoix écrit extrêmement bien. C'est une plume qui est très fluide, mais travaillée. Il y a aussi une très grande réussite pour moi dans le jeu des registres, entre le langage parlé, les passages plus de narration, description. C'est très réussi en termes d'écriture, mais c'est aussi très réussi en termes de sous-texte, puisqu'elle aborde beaucoup de thématiques hyper importante, hyper d'actualité sur les inégalités sociales
par exemple, mais aussi la place des femmes dans les sociétés. Ça aborde beaucoup de choses de manière subtile, vraiment subtile, parce que ça passe très bien, c'est-à-dire que les questions sont posées, mais sont parfaitement mises dans ce contexte de fantasy. C'est très réussi, c'est très abordable. Je pense qu'on peut dire qu'à partir de 12 ans, ça se lit sans grand souci. Il y a aussi des belles relations amicales, des belles relations maître-élève. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très réussi dans les relations, et ça aborde, ça effleure un petit peu les relations amoureuses, mais très subtilement, très doucement, de manière vraiment juste ce qu'il faut, je pense, pour un public jeunesse. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie. Je ne peux que vous recommander de donner ce type d'ouvrage à un public jeunesse à partir de 12 ans, peut-être du collège, de la 6e, quelque chose comme ça, parce que c'est intelligent et qu'on peut y aller les yeux fermés. Dernière duologie que j'ai terminée, c'était la duologie des contes fracturés d'Alix E. Harreau. Pareil, j'ai adoré. Alors on est dans un tout autre registre, mais moi j'ai adoré, et je crois que plus je vois des avis négatifs sur cette duologie, plus je l'aime, parce que j'aime énormément la plume de l'autrice, parce que je trouve qu'elle aborde avec intelligence, avec cynisme parfois, mais aussi avec une très grande, comment on peut dire, avec une plume très acérée, des questionnements autour du féminisme, de la sexualité, cette espèce de mise en abîme, de narration, de destinée, du schéma de vie écrit pour certaines femmes, et comment jouer avec ça et s'en sortir. Il y a quelque chose de très métaphorique qui est très réussi. J'ai adoré. En plus, on a des relations saphiques dans cette duologie, ce qui n'est pas pour me déplaire, bien évidemment. Je trouve ça très chouette. J'ai trouvé que c'était génial. Moi, j'ai adoré. Encore une fois, je le redis, ça n'est pas de la réécriture de contes. Ça n'est pas de la réécriture de contes. Ça a vraiment ce côté... au contraire de la réécriture de contes, finalement, où on a conscience du conte, on a conscience du schéma narratif typique du conte, et on joue avec, et la protagoniste s'insère dans ce schéma, et là pour un peu changer les choses. Donc on peut pas dire que c'est de la réécriture de conte, mais vraiment pour moi, c'est quelque chose que... Enfin, moi j'adore ça, vraiment, quand on joue avec la narration, quand on joue avec ces aspects-là, ce côté méta, finalement, de la littérature, moi j'adore ça, et c'était très réussi. Je vais maintenant aborder assez rapidement les sorties de juin. Certains de ces livres sont déjà sortis, puisque je tourne la vidéo très tard, mais ça ne vous empêchera pas d'aller les trouver si vous le souhaitez, et moi de même. Je me suis noté plusieurs sorties. Je ne vais pas vous dire les résumés, je vais vous les afficher ici si ça vous intéresse. Vous pourrez toujours aller sur n'importe quel site de librairie, de vente de livres, pour avoir plus de détails sur ces résumés, mais je tiens quand même à parler un petit peu de ces livres, enfin en tout cas vous les montrer, et vous peut-être leur faire une petite place publique pour certains, parce qu'on est quand même sur pas mal de livres qui sont pas forcément des très grosses sorties, pas forcément les plus connus, et puis on est quasiment que sur... Attendez, je vérifie, mais je crois il n'y a qu'un ouvrage, il me semble, écrit par un homme. Je suis même pas sûre, j'ai même pas vérifié. Soit. Le 5 juin sortait Ceux de la montagne évanouie d'Anne-Claire Dolly. Je n'ai jamais lu Anne-Claire Dolly, et j'ai l'intention de commencer avec son précédent, donc je ne me souviens plus. Je vous raffiche ça, je vous remets ça là avec la lune, je sais plus. Emeline l'a lu, je crois qu'elle a adoré, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, je sais plus si elle l'a lu ou si elle... Mais je crois qu'elle l'a lu. Bref, je veux le lire, je veux lire les deux. J'ai vu tellement de bons retours sur l'écriture d'Anne-Claire Dolly que je suis infiniment curieuse. En plus, c'est publié chez Mu, le label perché de chez Nemos. C'est comme ça que je l'appelle, mais c'est pas exactement ça. Mais moi, j'adore Mu, c'est vraiment, je pense, un de mes labels préféré de tous ceux qui existent. J'adore ce qu'ils proposent. C'est toujours original, c'est toujours différent, c'est toujours des prises de risques, et moi j'aime ça, et je ne peux que vous encourager à découvrir les ouvrages de chez Mu, et notamment Les Oiseaux du Temps. Voilà, c'est dit. Ensuite, le 6 juin sortait Calocaïne de Karine Bois. Je sais pas très bien. Ça m'intéresse pas mal. Donc là, ça sort en poche, c'est folio. En grand format, c'était chez les Moutons Électriques, si je dis pas de bêtises. Ça fait un certain temps que je le vois passer et qui m'intrigue. Là, il est sorti en poche, donc je vous le représente, mais vous pouvez le trouver en grand format si vous le souhaitez. Vraiment, ça m'intrigue pas mal, parce que de ce que j'en ai vu, c'est quelque part entre 1984 d'Orwell et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. J'ai adoré ces deux livres. J'ai trouvé qu'ils étaient d'une intelligence évidemment
incroyable, que c'était assez visionnaire par plein d'aspects, et apparemment Kallocaïn date des années 40 si je dis pas de bêtises, a priori c'est écrit par une femme, donc vraiment ça m'intrigue énormément, j'ai très envie de le découvrir. Je crois qu'ici on est sur l'histoire où en gros on a inventé un produit qui oblige à dire la vérité, et donc les gens, voilà, il y a toute cette notion peut-être du privé qui n'existe plus en fait, je sais plus très bien, je vous remets le résumé là, mais ça a l'air génial, j'ai très envie de le découvrir. Le même jour sortait le tome 2 du cycle des secrets. Moi je l'ai reçu en service de presse, donc j'ai l'édition collector très shiny. Je vous avoue que je suis pas forcément fan de ce marron, et en même temps avec le précédent ça passe plutôt pas mal. Bon écoutez, en tout cas je ne m'en plains pas, je suis ravie de l'avoir reçu bien évidemment. Je vous ai assez longuement parlé du premier volume puisqu'on l'avait lu en Exploralivre, donc on en a parlé ensemble en live, on en a parlé chacune, je pense, de notre côté avec Pénélope sur nos chaînes respectives. Voilà, je vais pas y revenir, mais c'est un premier volume que j'ai beaucoup aimé a posteriori, parce que sur le moment, j'ai fait le choix de l'écouter en audio, c'était un très mauvais choix, mais a posteriori, en y revenant, en y repensant, c'est très intéressant. C'est une réelle proposition et la plume était vraiment de très grande qualité. On va probablement se lire ce volume en lecture commune avec à minima, mais sûrement d'autres personnes, Pénélope et Emeline, puisqu'Emeline a beaucoup aimé aussi, et sûrement d'autres gens qui ont lu le premier et qui avaient envie de continuer. Donc je ne sais pas encore à l'heure actuelle quand, mais bientôt je pense, parce qu'en plus ça se lit vraiment, ça se lit très bien. Donc voilà, ça c'est sorti si jamais ça vous intéresse. Le même jour sortait Là où gisent les endormis de Farida Akike Iyimide. J'espère que je le dis bien, je suis désolée si j'ai écorché le nom de l'autrice. C'est l'autrice de Cendrillon quelque chose je crois, je sais pas trop, ça me faisait pas trop envie. Par contre, Là où gisent les endormis, ça sort chez Ellipsis, qui est plutôt le label contemporain, un peu thriller de Saxus. Je l'ai demandé en service de presse, puisque j'ai envie de le lire, que c'était soit je le demandais, soit je l'achetais, donc j'ai préféré le demander, et la maison d'édition va me l'envoyer. Donc écoutez, voilà, vous savez tout, je vais découvrir ça avec beaucoup d'intérêt, je ne me rappelle absolument pas du résumé. En revanche, ce qui fait que j'ai envie de découvrir, c'est parce que je pense qu'on va être sur un livre où il y a des personnages racisés, où il y a un certain engagement. J'ai cru comprendre que l'autre ouvrage de l'autrice était assez engagé, et voilà, et c'est une raison suffisante pour moi pour découvrir ça, mais on en reparlera quand je l'aurai lu. Le 12 juin sortait un livre que j'ai reçu également, mais que je veux vous montrer parce que ô combien il me fait envie. C'est donc Solarpunk, qui est un ouvrage de nouvelles, donc un collectif, voilà, donc pour exemple dedans on a Jacques Boireau qui a écrit donc les Chroniques Sarrasines, Basile Cendre, Chloé Chevalier que j'adore en fantasy, Jeanne-Marie M. Corrèze que j'ai beaucoup aimé avec Le Chant des Cavalières, Xavier Dolo, Silène Edgar, Mélanie Fievé que j'aimerais beaucoup découvrir, Thomas Guéa, Jean-Pierre Hubert, Olaf Kulikov, Christine Luce, Laurent Kessi, je pense qu'on dit, Jaya Prakash Satyamurti, j'espère que je dis bien, Satyamurti, je ne sais pas, Nicolas Texier, Roland C. Wagner et Dominique Warfa. Donc, les mots-clés qui sont derrière, c'est écologie, climat, société, paix et utopie. Comment voulez-vous résister? Enfin, je veux dire, ça me fait une envie, mais folle. Voilà, j'ai très envie de le lire. Je vais le lire avec Emeline, très sûrement, parce que je savais, quand j'ai vu que ça sortait, que ça allait l'emballer, et évidemment quand elle l'a vu ça l'a emballé, donc j'aimerais beaucoup qu'on le lise ensemble, peut-être pas de manière hyper suivie parce que c'est des nouvelles, donc on peut peut-être picorer ça un petit peu différemment, lire 1 ou 2 par jour, que sais-je, mais vraiment ça me fait trop envie. Solarpunk, je sais pas si vous voyez, mais le Solarpunk en gros c'est la SF positive, c'est ce que fait Becky Chambers, donc a priori on va être sur quelque chose qui va être positif, qui va être un message d'espoir, donc ça peut faire du bien, on va pas se cacher que ça peut faire du bien. Bref, c'est tout pour les sorties, et évidemment il y en a pléthore d'autres, plein d'autres qui ont l'air génial. J'ai vu que Meute allait sortir, mais apparemment ça a été repoussé à juillet, à vérifier, quand même si jamais. Donc Meute de Karine Renberg devait sortir en juin, mais je crois que maintenant c'est la date, c'est au 9 juillet. Dans tous les cas, si vous vouliez découvrir Meute, foncez tête baissée sur la sortie du poche, parce que c'était tellement chouette Meute que vous ne pouvez que vous laisser tenter, ça n'est pas possible autrement.
Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à me dire sur tout ce dont je viens de parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez commencé des sagas, terminé des sagas, éventuellement ça m'intéresse. J'aime beaucoup savoir les sagas que vous avez en cours. Je trouve ça toujours très chouette et un petit peu déculpabilisant, on va pas se mentir. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu un très gros coup de cœur ou une très grosse déception aussi en commentaire, parce que pareil, ça me donne des idées parfois et parfois ça permet de discuter quand je les ai lus. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!